La nuit d'Halloween 73 à Fond du Lac, dans le Wisconsin, Lisa Ann French, une fillette de 9 ans, disparaît alors qu'elle fait la tournée des maisons pour récolter des bonbons. Quelques jours plus tard, son corps sans vie est retrouvé dans un champ. Dans les mois qui suivent, les autorités soupçonnent Gerald Turner, l'un de ses voisins, d'être le meurtrier. Une histoire qui en 2020 n'est toujours pas close. Gerald Turner, le tueur d'Halloween, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Clap. Join us, support us, join us, support us. Just because the media is masses, we have draconian laws, we have brutal police action, and we have the judiciary working at the behest of the political leaders. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo spéciale Halloween. C'est une vidéo un peu particulière que je voulais vous faire aujourd'hui et je tenais à vous la faire déguisée avec mon costume d'Halloween, à savoir celui de Harley Quinn, qui est un personnage que j'adore. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous faire un peu peur pour Halloween et que vous êtes bien dans le noir avec un petit truc à manger, un petit truc à boire, surtout beaucoup de bonbons. En tout cas, c'est une histoire qui a vraiment marqué une partie de la communauté américaine parce que c'est une histoire qui n'est absolument toujours pas finie et qui, à l'heure où je vous parle, doit avoir finalement une décision de justice qui a dû être prise et que je vous mettrai sur mes réseaux sociaux par la suite. Alors, pour entamer cette vidéo, je dois premièrement vous parler de qui est Lisa Ann French. Et Lisa, c'est une petite fille de 9 ans qui est très mignonne, qui est très vivante, qui a de grands yeux marrons. Elle a les cheveux courts qui lui donnent une personnalité vraiment hors du commun, très forte. Sa mère, qui est esthéticienne et coiffeuse, logiquement coiffe toujours sa fille à la dernière mode. Et Lisa, ce soir-là, en tout cas du 31 octobre, était impatiente de fêter Halloween et elle souhaitait se déguiser en papillon. Sauf qu'avec le froid de l'époque, ça rendait un petit peu le déguisement difficile à porter et sa mère a cherché alors une autre alternative qui soit un peu plus chaude pour la saison. Donc elle a fini par la déguiser avec un jean sur lequel elle avait mis des espèces de bouts de scotch noir, une grande parka verte et un chapeau en feutre. C'était un peu un costume de gens qui errent dans la rue, on va dire. Elle l'avait maquillée avec des petites taches de rousseur, bref, c'était un costume de dernière minute, mais Lisa, après tout, s'en fichait parce qu'elle était juste très excitée de fêter Halloween et attendait avec impatience le dîner pour pouvoir partir faire la tournée des maisons et remplir son seau de bonbons. Et à l'époque, les parents étaient beaucoup moins réticents à l'idée de laisser leurs enfants seuls dans la rue une fois la nuit tombée. Et donc à 18 h, lorsque le soleil s'est couché, Lisa a dit au revoir à ses parents et elle est partie pour sa tournée d'Halloween. Initialement, elle devait rejoindre l'un de ses amis d'école pour aller à un endroit qui s'appelle la Citrouille, qui donnait une fête d'Halloween en plein air. Dans les années 70, une rumeur circulait aux États-Unis sur les pommes qui étaient empoisonnées à Halloween, sur des lames de rasoir qui étaient cachées dans les bonbons distribués aux enfants. Bref, les parents avaient du coup pensé qu'un espace créé exprès, donc la Citrouille, serait un peu plus sûr pour leurs enfants. Et la Citrouille, c'était un endroit qui était à quelques pâtés de maison de celle de Lisa, mais cette dernière, comme elle n'avait pas été sage durant la journée, sa mère lui avait interdit du coup d'y aller. Et donc elle n'a pas pu rejoindre son amie. Elle n'était autorisée à aller que dans quelques maisons de son quartier et devait rentrer à 19 h. Donc elle n'avait qu'une seule heure de tournée pour les bonbons. Lisa n'a alors visité que 3 maisons. Celle d'un de ses professeurs d'école, celle d'un camarade de classe et la dernière maison, la 152 Rose Avenue, où elle connaissait très bien l'homme qui vivait dedans, Gerald, parce qu'il était son ancien voisin et qu'il avait vécu un temps dans le duplex juste à côté de la maison de ses parents. Elle était donc plutôt en confiance avec cet homme-là. À l'époque où il vivait à côté de sa famille, il venait avec sa petite amie d'avoir un bébé et Lisa et sa sœur jouaient donc régulièrement avec le nouveau-né. Lisa s'entendait aussi très bien avec Gerald, elle passait du temps à discuter avec lui sous son porche et à lui montrer ses nouveaux jouets et tout ce qu'elle
avait d'un peu neuf. Gérald, il semblait très gentil et très bienveillant avec la petite fille. Mais ce soir-là, du 31 octobre 73, après sa visite chez lui, Lisa ne reviendra jamais. À 19h30, la mère de Lisa commence à s'inquiéter de ne pas la voir revenir, mais elle se dit qu'elle a sûrement un peu enfreint les règles pour avoir un peu plus de bonbons. Et puis les minutes passent et Lisa ne rentre toujours pas. La rumeur qu'une enfant a disparu commence à se répandre et l'association de parents d'élèves de son école réunit plus d'une cinquantaine de parents pour les informer de sa disparition. Ils vont entamer alors des recherches dans tout le quartier pour tenter de la retrouver. Bien évidemment, la famille de Lisa va prévenir les autorités et tous vont se mettre à chercher activement la fillette toute la nuit et toute la journée du lendemain. Plus de 5000 personnes vont parcourir les rues, 6000 exemplaires de sa photo vont être imprimés et diffusés dans tout le comté dans l'espoir de la retrouver, et même les stations-service vont offrir du carburant à quiconque pourrait leur donner la moindre information. Les rivières vont être drainées, les gens arpentent les marais, les champs afin de trouver des indices qui pourraient mener à la petite fille, et ce n'est que le 3 novembre qu'un agriculteur qui rentre chez lui sur son tracteur aux alentours de 11h30 remarque 2 sacs poubelles sur la route McCabe à la sortie de l'autoroute 48, et quand ce dernier va aller examiner les sacs, il va retrouver malheureusement le corps de Lisa et son déguisement, et à ce moment-là toute la communauté va se précipiter à l'endroit où le corps de la fillette est retrouvé, ainsi que les autorités bien évidemment, et tous vont être choqués qu'un meurtre ait pu être commis dans leur communauté. Les parents sont alors informés du décès de leur petite fille, sortie simplement pour aller chercher des bonbons, et sauvagement assassinée avant d'être jetée comme un vulgaire tas de détritus. C'est ainsi que le 6 novembre, absolument toute la ville, toute la communauté, y compris les camarades de classe de Lisa qui sont tout jeunes, vont se déplacer afin d'assister aux funérailles de la petite fille et de lui rendre un dernier hommage ainsi que soutenir un peu la famille. Après 9 mois d'enquête et d'interrogatoire, les autorités vont finir par remonter la piste du tueur et tombent sur Gerald Turner, donc le voisin de Lisa. Ils vont arrêter ce dernier et le 8 août 1974, Turner va passer aux aveux. Devant les jurés, il va par la suite se rétracter, expliquant qu'il était fatigué, que les autorités le harcelaient énormément, lui poser beaucoup de questions et qu'il a fini par faire des aveux pour qu'on le laisse un peu tranquille. Mais quand même, les détails qui sont donnés pendant son interrogatoire, ils sont plutôt édifiants et ils semblent correspondre quand même parfaitement aux spéculations des enquêteurs concernant le meurtre de Lisa. À l'époque, Gerald Turner a 25 ans, il explique que cette nuit-là, il était particulièrement sexuellement excité et que Lisa est en effet venue sonner à sa porte et en raison de cette excitation-là, il l'a invitée chez lui pour l'agresser. Il explique ensuite qu'à un moment donné, il a constaté qu'elle ne respirait plus et il a alors paniqué et il a tenté de la réanimer, prétendant n'avoir jamais eu l'intention de la tuer. Mais à ce moment-là, sa petite amie est rentrée à la maison et Turner a donc caché le corps de Lisa dans la salle de bain. Et quand cette dernière va être interrogée, elle va dire qu'elle est rentrée aux alentours de 19h15, que Gerald était en peignoir dans le canapé et qu'il lui a expliqué qu'il était souffrant et qu'il essayait de se reposer. Elle dira qu'il fait plusieurs allers-retours dans la salle de bain en prétextant qu'il se sent mal, mais qu'elle avait l'impression qu'il allait vérifier quelque chose. Sans plus, elle s'est dit, bon, peut-être qu'il est simplement pas très bien et que donc il a besoin de faire des allers-retours à la salle de bain, ce qui peut arriver quand on est malade. Elle laissera alors Gerald seul à la maison. L'autopsie révélera que Lisa ne serait pas morte d'asphyxie comme a pu le suggérer Gerald, mais littéralement d'un choc lié à son agression par Turner. Lisa est donc dramatiquement morte de peur. Et durant son procès, Gerald Turner ne va montrer aucun signe de remords. Il ne semblera même pas sensible au fait d'avoir jeté la petite fille comme une vulgaire poubelle. Il fut alors reconnu coupable de meurtre au second degré et a commencé à purger sa peine le 3 février 1975 avant d'être libéré sur parole en 92 pour bon comportement après seulement 17 ans d'incarcération. À sa sortie, il intègre une maison de réinsertion dans le Milwaukee
Milwaukee et à ce moment-là, toute la communauté va manifester pour sa remise en prison, y compris des gens faisant partie de l'autorité. Ces derniers apprennent alors que Turner travaille dans une usine de recyclage et ils vont alors manifester de plus belle, ce qui va valoir son renvoi de la société. Et en novembre 93, une action civile va être intentée par les citoyens pour forcer le tribunal à reconsidérer sa remise en liberté. Turner va alors retourner en prison avant d'être de nouveau libéré en juillet, mais l'État l'arrêtera de nouveau pour tenter en fait de le faire rentrer en hôpital psychiatrique en tant que prédateur sexuel. Il en découlera d'ailleurs une loi qui portera son nom, la loi Turner. La communauté va alors échouer en 98, le jury estimant que Turner n'est pas un prédateur sexuel. Pourtant, malgré tout, plusieurs femmes vont venir témoigner de leurs agressions sexuelles par Turner alors qu'elles avaient refusé ses avances. Malgré tout, le jury va estimer qu'il n'est pas une menace et il va donc rester en liberté. En juillet 98, Gerald va menacer avec un couteau un employé de sa maison de réinsertion et il est alors demandé que sa libération conditionnelle soit révoquée, mais encore une fois, le tribunal va le laisser complètement libre. En 99, Gerald Turner va déposer plainte contre une société de gestion des déchets de sa ville pour lui avoir refusé un poste sous prétexte qu'il ait été auparavant condamné, ce qui est complètement illégal dans le Wisconsin. Il va gagner ce procès, il va alors recevoir une somme d'argent en dédommagement qui va rester totalement confidentielle, on ne saura jamais ce qu'il a touché suite à ce procès. En 2002, il est renvoyé en prison pour possession d'images à caractère pornographique et parce qu'il avait été aussi surpris en train de regarder plusieurs films concernant des tueurs en série, dont l'un justement parlait d'une jeune fille battue à mort. Étant considéré comme un délinquant sexuel, il lui était complètement interdit d'avoir en sa possession ce type d'image et donc il fut à nouveau condamné à 15 ans de prison pour une violation de sa liberté conditionnelle. Sa date de sortie était donc fixée au 1er février 2018, mais la famille de Lisa, refusant formellement qu'il soit remis en liberté, a lancé une pétition avec le ministère de la Justice du Wisconsin pour lutter contre sa sortie de prison. L'audience préliminaire était fixée au 8 avril 2018 et l'avocat de Turner va alors demander à déplacer celle-ci de Fond du Lac où s'est produit le meurtre de la petite Lisa vers le comté de Dane afin qu'il puisse obtenir un procès équitable. Néanmoins, en janvier 2019, la Cour d'appel du Wisconsin a décidé que le cas de Turner serait traité dans le comté de Fond du Lac et depuis, et malheureusement à cause du Covid, l'audience a été reportée. Mais le 28 octobre dernier, donc 2 jours avant l'anniversaire de la mort de Lisa, Turner est retourné devant le tribunal et il est potentiellement à cette heure-ci remis en liberté ou admis dans un établissement de santé mentale selon la loi qui porte son nom. À l'heure où je tourne, la décision n'a pas été encore prise, mais elle le sera sûrement quand vous allez voir cette vidéo et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que cet homme-là ne sera jamais remis en liberté. Parce que c'est complètement insensé. Il est multirécidiviste, il a tué une enfant. Pour moi, ça me semble complètement fou que cet homme-là puisse de nouveau être libre. Et j'espère vraiment que quand cette vidéo sortira, je pourrai vous annoncer qu'il est resté en prison ou au pire qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Ce serait vraiment le minimum. C'est ainsi que va se terminer cette vidéo d'Halloween et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette histoire et me dire si vous trouvez ça normal que cet homme-là ait pu être remis autant de fois en liberté. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, donc surtout, n'hésitez pas. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite un très joyeux Halloween. Soyez prudents si vous allez chercher des bonbons et surtout, prenez soin de vous. Ciao! I had a funny call the other day. He said,